Voyons si tu peux traduire ça, a dit le cheikh millionnaire. Il ne s'attendait pas à sa réaction. Le soleil du désert brûlait les marches de marbre du palais Marzouk à Dubaï. L'odeur du jasmin des jardins voisins se heurtait à la fraîcheur stérile de l'air conditionné qui s'échappait de l'intérieur. Sophia se tenait au pied des escaliers, sa chemise collant à son dos, la sueur ruisselant le long de sa colonne vertébrale sous sa jupe noire modeste. Elle serrait contre sa poitrine un carnet usé, son unique bouclier face à ce qui l'attendait. À l'intérieur, l'émir Karim al-Nadim se prélassait dans l'opulence. Des miroirs encadrés d'or, d'épais rideaux de velours, le parfum d'oud qui flottait dans l'air. Sa voix résonnait dans la salle de conférence, captivant l'attention, tandis que les diplomates étrangers et hommes d'affaires acquiesçaient, riaient trop fort ou attendaient ce que la traductrice, Sophia, répète ses paroles en anglais impeccable. Elle s'exécutait, sans faille. Jusqu'au moment où il se tourna vers elle et murmura à moitié en riant « Voyons voir si tu peux traduire ceci », avant de cracher un proverbe en arabe classique, archaïque et tranchant, destiné à rabaisser quelqu'un perçu comme étant de basse extraction. La salle se figea. Sophia cligna des yeux. La douleur dans sa poitrine ne se reflétait pas sur son visage. Elle traduisit les mots, pas l'insulte, puis se tut, ses yeux se posant sur ceux de Karim comme un murmure de défi. Il ricana, mais quelque chose dans son silence semblait plus lourd que n'importe quelle réponse. Personne ne rit. Sa voix avait été claire toute la journée, mais c'était son silence maintenant qui parlait le plus fort. « Mademoiselle Sophia, vous semblez avoir perdu votre langue », lança l'émir avec un sourire suffisant. « Non, votre Altesse », répondit-elle calmement. « Je cherchais simplement les mots justes pour rendre hommage à la profondeur de votre expression. » Un diplomate français toussa discrètement. Un businessman américain consulta sa montre. Le silence qui suivit était épais comme du miel. L'émir Karim plissa les yeux. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui résiste, même subtilement. Dans son monde, les gens s'inclinaient, acquiesçaient et disparaissaient dans l'ombre de sa grandeur. Cette femme, avec son regard calme et sa dignité tranquille, représentait quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. « Continuons », ordonna-t-il finalement, agitant la main comme pour chasser une mouche importune. La réunion reprit son cours. Sophia traduisit chaque mot avec précision, son professionnalisme intact malgré la tempête qui faisait rage en elle. Sa voix ne tremblait pas, ses mains restaient stables, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la pièce. Une tension presque imperceptible, comme un fil tendu entre elle et l'émir. Plus tard, alors que les invités partaient, Sophia rangea ses notes dans son sac. Elle sentit une présence à ses côtés et leva les yeux pour découvrir Antoine, un jeune assistant français de l'ambassade. « Ce n'était pas juste », murmura-t-il, ses yeux bleus emplis d'indignation. « Ce qu'il a fait », Sophia sourit faiblement. « La justice n'est pas toujours le point fort des palais, n'est-ce pas ? Comment faites-vous » demanda-t-il, « pour rester si composé ?» Elle regarda par la fenêtre, vers les tours de verre qui s'élevaient comme des rêves impossibles contre le ciel implacable du désert. « Ma mère disait toujours que les mots ont du pouvoir, mais que le silence en a parfois davantage. » Antoine hocha la tête, mais elle voyait dans ses yeux qu'il ne comprenait pas vraiment. Comment le pourrait-il ? Il n'avait jamais eu à traduire des insultes dirigées contre lui-même, tout en maintenant un sourire professionnel. En quittant le palais, Sophia sentit le poids de la journée s'abattre sur ses épaules. La chaleur de Dubaï l'enveloppa comme une couverture trop lourde, étouffante. Elle prit un taxi pour rentrer chez elle, dans son petit appartement de Deira. Le chauffeur, un homme pakistanais d'âge moyen, la regarda dans le rétroviseur. « Dure journée, madame ?» demanda-t-il en anglais avec un accent marqué. « Comme beaucoup d'autres, » répondit-elle simplement. « Parfois, » dit-il en changeant de vitesse, « les jours les plus durs font les personnes les plus fortes. » Sophia sourit, touchée par cette sagesse inattendue. « Vous avez raison, monsieur. » En rentrant chez elle, elle fut accueillie par l'odeur familière de cardamome et de livres.
Son appartement était petit mais confortable, rempli de livres dans diverses langues, français, arabe, anglais, farsi. Sur le mur, une vieille photo de sa mère, Leila, souriait doucement dans un cadre en argent terni. Sofia s'assit sur son petit balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Le muezzin appelait à la prière du soir, sa voix mélodieuse flottant au-dessus du bourdonnement constant de la métropole. Elle sortit son carnet et commença à écrire comme elle le faisait chaque soir. Pas des traductions cette fois, mais ses propres pensées, ses propres mots. « Aujourd'hui, écrivit-elle, j'ai appris que parfois, ne pas répondre est la réponse la plus puissante. » La nuit tomba sur Dubaï, enveloppant les gratte-ciel dans un voile d'obscurité étoilée. Dans son modeste appartement, Sofia continua d'écrire, transformant l'humiliation de la journée en quelque chose de différent. Non pas de la colère ou de la honte, mais une résolution tranquille, une détermination à ne pas se laisser définir par les mots des autres, aussi puissants soient-ils. Elle ne savait pas encore que ce jour marquerait le début d'un changement, non seulement pour elle, mais aussi pour l'homme qui avait tenté de la rabaisser. Car même les rois peuvent apprendre, et parfois, les leçons les plus profondes viennent des personnes qu'ils considèrent comme insignifiantes. Sofia ferma son carnet et regarda une dernière fois la ville scintillante avant de fermer la porte-fenêtre. Demain serait un autre jour au palais, et elle serait prête, armée non pas de colère, mais de quelque chose de bien plus puissant, sa dignité. Sofia était née à Alger, dans une ruelle étroite, où les filles à linge se croisaient comme des toiles d'araignée au-dessus de la rue. Sa mère, Leila, était une couturière aux mains tendres et aux rêves brisés. Sofia n'avait jamais connu son père. Elle avait seulement entendu les voisins cracher son nom comme de la poussière. Elle possédait peu, mais Leila lui lisait des histoires à la lueur des bougies, même quand l'électricité disparaissait pendant des jours. Elle enseigna à sa fille le rythme de l'arabe, l'élégance du français, la chaleur des mots quand il n'y avait pas de pain. « Les mots, ma petite », disait souvent Leila en tressant les cheveux noirs de sa fille, sont comme des clés. Ils peuvent ouvrir des portes que personne ne peut fermer. À 12 ans, Sofia commença à traduire des documents pour les touristes français qui visitaient la Casbah. À 16 ans, elle parlait couramment 4 langues. À 22 ans, elle quitta l'Algérie pour les Émirats, grâce à une bourse d'études et des rêves cousus de vieux coton et d'espoir. Le jour de son départ, Leila lui offrit un carnet relié de cuir usé. « Pour écrire ton histoire, dit-elle en embrassant le front de sa fille, pas celle que les autres veulent entendre, mais celle que ton cœur doit raconter. » Maintenant âgée de 28 ans, Sofia vivait seule dans son petit appartement à Deira, Dubaï. Chaque matin, elle passait devant des tours de verre où des femmes en talons hauts ne la voyaient jamais. Mais elle souriait toujours à sa voisine, Fatima, une vieille veuve marocaine qui lui donnait des figues et l'appelait « ma fille ». Fatima prenait souvent les mains de Sofia et lui disait « Tu ne parles pas fort, Habibti, mais ton âme crie la lumière ». Ce soir-là, après l'incident au palais, Sofia frappa à la porte de Fatima. La vieille femme l'accueillit avec l'odeur réconfortante du thé à la menthe et des pâtisseries au miel. « Je vois de l'ombre dans tes yeux, ma fille », dit Fatima en servant le thé dans de petits verres colorés. « Raconte à ta vieille Fatima ce qui pèse sur ton cœur. » Sofia hésita, puis laissa les mots couler comme l'eau. Elle raconta l'humiliation, le proverbe cruel, le silence qui avait suivi. Fatima écoutait, ses yeux sombres et profonds, comme des puits de sagesse. « Ma mère aussi travaillait pour les riches, » dit finalement Fatima. « À Casablanca, elle nettoyait leurs maisons, lavait leurs vêtements de soie. Un jour, une dame l'a accusée d'avoir volé un bracelet en or. » Sofia attendit la suite, bercée par la voix mélodieuse de la vieille femme. Ma mère ne s'est pas défendue. Elle a continué à travailler, silencieuse comme une ombre. 3 jours plus tard, la dame a retrouvé son bracelet dans sa propre boîte à bijoux. Elle n'a jamais présenté d'excuses. Mais quand ma mère est tombée malade, c'est cette même dame qui a payé pour le médecin. Fatima prit la main de Sofia. Parfois, Habibti, la dignité silencieuse crie plus fort que 1000 mots de colère. Cette nuit-là,
Sofia rêva d'Alger, des ruelles étroites, de la mer bleue, du rire de sa mère. Elle se réveilla avec le goût du sel sur les lèvres et une résolution nouvelle dans le cœur. Pendant le petit déjeuner, elle ouvrit son carnet et relut les notes qu'elle avait prises sur l'émir Karim. Ses goûts, ses expressions favorites, les poèmes qu'il citait pour impressionner les invités étrangers. Sofia était plus qu'une simple traductrice. Elle était une observatrice, une gardienne de détails que personne d'autre ne remarquait. Elle savait que l'émir adorait la poésie classique arabe, mais qu'il citait souvent incorrectement les versets les plus obscurs. Elle savait qu'il prétendait comprendre le français, mais qu'il fronçait les sourcils quand les diplomates parlaient trop vite. Elle savait qu'il regardait toujours à gauche quand il mentait. Un détail infime que seule une personne habituée à scruter les visages pour anticiper les mots pouvait remarquer. Son téléphone vibra. Un message de la coordinatrice du palais. Réunion importante aujourd'hui. 10 heures. Présence du ministre de la Culture français. Sofia se prépara avec soin, choisissant une tenue professionnelle mais élégante. Un tailleur bleu marine, des chaussures confortables, une écharpe de soie discrète. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré et n'appliqua qu'un léger maquillage. Dans ce monde d'apparence, elle avait appris que la sobriété pouvait être une forme de résistance. En chemin vers le palais, elle s'arrêta pour acheter des pâtisseries chez Mohamed, un boulanger libanais dont la boutique embaumait la fleur d'oranger et la cannelle. « Pour mes collègues », dit-elle quand il leva un sourcil interrogateur. « Ah, mademoiselle Sofia », rit-il en emballant les gâteaux, toujours à nourrir ceux qui ne savent pas apprécier la vraie douceur. Elle sourit. Mohamed, comme beaucoup dans le quartier, connaissait son histoire. Fille d'une couturière algérienne, élevée sans père, ayant gravi les échelons grâce à son intelligence et sa détermination. Dans ce quartier de Deira, loin des tours étincelantes et des palais dorés, son parcours était source de fierté collective. « Un jour, dit-il en lui tendant le paquet, ce sont eux qui te serviront des sucreries. » Sofia rit, touchée par sa foi inébranlable. « Inch'Allah, Mohamed, Inch'Allah !» Le taxi la déposa devant les imposantes portes du palais Marzouk. Aujourd'hui, contrairement à la veille, elle ne s'attarda pas au pied des marches. Elle monta d'un pas assuré, son carnet et les pâtisseries contre sa poitrine, son cœur battant un rythme régulier malgré l'appréhension qui lui nouait l'estomac. Dans le hall majestueux, elle aperçut Antoine qui lui fit un signe discret. À côté de lui se tenait un homme d'âge moyen, élégamment vêtu, que Sofia reconnut immédiatement comme étant Pierre Dubois, le ministre de la Culture français. « Mademoiselle Benkassi », la salua Antoine en français, « je vous présente le ministre Dubois. »« Enchanté », dit le ministre en lui serrant la main. « Antoine m'a beaucoup parlé de vos talents. » Sofia inclina légèrement la tête, surprise. « Trop aimable, monsieur le ministre. »« Pas du tout, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « J'ai toujours pensé que les traducteurs étaient les véritables héros de la diplomatie. Les ponts invisibles entre les cultures. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un aide de l'émir apparut, annonçant que son Altesse était prête à les recevoir. Le petit groupe se dirigea vers la salle de conférence, Sofia légèrement en retrait, comme l'exigeait son statut. Alors qu'ils approchèrent des portes ornées, Antoine ralentit pour marcher à ses côtés. « Courage !» murmura-t-il. « Aujourd'hui pourrait être différent. » Sofia lui adressa un regard reconnaissant. Peut-être avait-il raison. Peut-être que la présence du ministre français adoucirait l'humeur de l'émir, ou peut-être que la leçon d'hier lui avait enseigné quelque chose sur la dignité silencieuse. Quoi qu'il en soit, elle était prête. Car même après tout ce qu'elle avait enduré, absence, silence, exil, Sofia croyait encore que la vie avait de la musique pour elle. Elle ne savait pas encore qu'elle viendrait sous forme de tempête. L'émir Karim al-Nadim, distant et radieux dans sa disdacha blanche, accueillit la délégation française avec l'indifférence des rois. La salle de conférence baignait dans une lumière dorée, filtrée par d'immenses fenêtres donnant sur les jardins du palais. L'air était imprégné de l'odeur de l'encens et du parfum subtil des arrangements floraux disposés stratégiquement autour de la pièce.
Le ministre Dubois s'avança avec l'aisance d'un homme habitué au cercle du pouvoir. Les deux hommes échangèrent des salutations cordiales, naviguant sur les eaux familières de la diplomatie internationale. Sofia se tenait discrètement en retrait, son carnet ouvert, prête à traduire. À un moment donné, l'émir sourit à Sofia et claqua des doigts. « Traductrice », dit-il, comme si elle n'avait pas de nom. Cette fois, il lança une série de proverbes et d'expressions, tordus, moqueurs, conçus non pas pour défier ses compétences linguistiques, mais sa dignité. Des rires suivirent son entourage. Une femme drapée de soie et de diamants regarda Sofia avec pitié. Ou était-ce de l'amusement? Les mains de Sofia tremblèrent légèrement. Elle traduisit quand même, mais sa voix se brisa quand il la désigna comme un dictionnaire sans visage. Personne ne remarqua son tressaillement, sauf un, Antoine, dont les yeux s'adoucirent avec une rage silencieuse. Et à la surprise de Sofia, le ministre Dubois, qui fronça imperceptiblement les sourcils. La réunion se poursuivit. Des projets culturels furent discutés, des chiffres échangés, des promesses faites. Sofia traduisait mécaniquement, sa voix professionnelle masquant la tempête qui faisait rage en elle. Chaque fois que l'émir lançait une pique subtile, elle la traduisait fidèlement, sans fléchir. Pendant une pause, alors que les assistants servaient du café et des dattes, le ministre Dubois s'approcha d'elle. « Vous êtes remarquable, mademoiselle Benkassi », dit-il doucement en français. « Je fais simplement mon travail, monsieur le ministre », répondit-elle, surprise par son approche directe. « Non », insista-t-il, « ce que vous faites va bien au-delà. Traduire avec précision tout en maintenant votre dignité face à certaines difficultés, c'est extraordinaire. » Sofia sentit une chaleur monter à ses joues. « Vous comprenez l'arabe? Assez pour saisir les nuances, » admit-il avec un sourire discret. « J'ai été ambassadeur au Maroc pendant 5 ans. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'émir les rejoignit, un sourire figé sur son visage soigneusement composé. « J'espère que notre traductrice vous satisfait, monsieur le ministre, » dit-il en anglais, en posant une main possessive sur l'épaule de Sofia. Elle se raidit sous ce contact inattendu. « Mademoiselle Benkassi est exceptionnelle, » répondit Dubois, passant délibérément au français. « Une véritable gardienne de la langue et de la culture. Nous aurions besoin de personnes comme elle à Paris. » L'émir plissa les yeux, ne comprenant pas tout, mais saisissant l'essentiel. Son sourire se crispa légèrement. « Oui, bien sûr, » dit-il. « Mais elle est indispensable ici. N'est-ce pas, mademoiselle ?»« Benkassi » compléta-t-elle calmement. « Sofia Benkassi !» Quelque chose passa dans les yeux de l'émir, une reconnaissance réticente du fait qu'elle avait un nom, une identité au-delà de sa fonction. La réunion reprit. Cette fois, l'émir semblait plus mesuré dans ses commentaires, comme si la présence attentive du ministre français l'incitait à la prudence. Sofia continua de traduire, son professionnalisme intact malgré la fatigue qui commençait à peser sur elle. À la fin de la journée, alors que la délégation française se préparait à partir, Antoine glissa discrètement un morceau de papier dans la main de Sofia. « Une invitation », murmura-t-il, « pour une réception à l'ambassade française demain soir. Le ministre aimerait vous y voir. » Sofia regarda le carton d'invitation, élégant et simple. « Je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Je suis juste une femme brillante qui mérite d'être reconnue, » compléta Antoine avec un sourire chaleureux. « S'il vous plaît, venez. » Après leur départ, Sofia rangea ses affaires, prête à quitter le palais. Mais alors qu'elle traversait le hall, un assistant de l'émir l'arrêta. « Son Altesse souhaite vous voir dans son bureau », annonça-t-il froidement. Le cœur de Sofia se serra. Que pouvait-il vouloir maintenant? Avait-elle commis une erreur de traduction? Ou était-ce simplement une nouvelle occasion de l'humilier, cette fois en privé? Le bureau de l'émir était un sanctuaire de richesses discrètes. Des tapis persans d'une valeur inestimable, des manuscrits anciens sous verre, une vue imprenable sur le golfe Persique. L'émir était assis derrière un bureau massif en bois précieux, consultant des documents. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Vous avez impressionné le ministre français, » dit-il finalement, sa voix neutre. « Il semble penser que vous êtes irremplaçable. »
Sophia resta silencieuse, attendant la suite. « Êtes-vous loyale au palais, mademoiselle Benkassi » demanda-t-il soudainement, levant les yeux pour la fixer. « Je suis loyale à mon travail, Votre Altesse » répondit-elle prudemment. « À la précision et à l'intégrité de mes traductions. » Un sourire froid joua sur les lèvres de l'émir. Une réponse diplomatique. Comme il sied à quelqu'un qui navigue entre les mondes. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant l'horizon de Dubaï qui s'étendait devant lui comme un royaume de verre et d'acier. « Savez-vous pourquoi je vous teste, mademoiselle Benkassi » La question l'a pris au dépourvu. « Me tester, Votre Altesse. Ces provocations, ces défis linguistiques, ces moments où je vous pousse jusqu'à vos limites. » Sophia sentit une vague de colère monter en elle, mais la contint. Je ne savais pas que c'était un test. Il se tourna vers elle, son regard perçant. Tout est un test dans ce palais. La question est, pourquoi vous? Elle soutint son regard. Peut-être devriez-vous me le dire, Votre Altesse. Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, l'émir retourna à son bureau et sortit un dossier. Demain, nous recevons un poète renommé Doman, un homme de grande culture qui cite souvent des poèmes anciens. J'ai besoin d'une traductrice qui comprenne non seulement les mots, mais aussi leur histoire, leur contexte, leur âme. Il lui tendit le dossier. Voici quelques-uns des poèmes qu'il pourrait citer. Préparez-vous. Sophia prit le dossier, surprise par ce changement soudain. Ce sera tout, dit l'émir, retournant à ses documents. Sophia s'inclina légèrement et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle allait sortir, la voix de l'émir l'arrêta. « Mademoiselle Benkassi » Elle se retourna. « Oui, Votre Altesse, j'ai entendu dire que vous aviez reçu une invitation pour la réception à l'ambassade française. » Sophia se figea. Comment pouvait-il être déjà au courant? « Vous devriez y aller, poursuivit-il, son ton indéchiffrable. Cela pourrait être éducatif. » Elle acquiesça, troublée par cet échange étrange, et quitta le bureau. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Sophia ouvrit le dossier. Il contenait plusieurs poèmes classiques, dont certains étaient particulièrement obscurs et complexes. Mais ce qui attira son attention fut une note manuscrite glissée entre les pages. La vraie traduction n'est pas un acte de soumission, mais de compréhension profonde. K. Était-ce un message de l'émir, une sorte d'excuse cryptique, ou simplement une autre forme de test? En rentrant dans son appartement, elle trouva Fatima qui l'attendait avec un plat de couscous fumant. « Tu as l'air troublée, ma fille, » dit la vieille femme en l'observant attentivement. Sophia lui raconta sa journée, les provocations de l'émir, l'intérêt du ministre français, l'invitation à l'ambassade, et enfin, l'étrange entretien dans le bureau de l'émir. Fatima écouta en silence, ses vieilles mains ridées épluchant une orange avec l'habileté née de décennies de pratique. « Les hommes puissants, dit-elle finalement, craignent souvent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et rien n'est plus incontrôlable qu'une femme qui connaît sa propre valeur. » Elle tendit un quartier d'orange à Sophia. « Va à cette réception. Porte ta plus belle robe. Montre-leur que l'humiliation, comme le parfum, ne s'attache qu'à ceux qui la portent. » Cette nuit-là, Sophia s'endormit avec le dossier ouvert sur sa poitrine, les versets anciens dansant dans ses rêves comme des promesses d'un jour nouveau. Et au fond de son cœur, une flamme s'était allumée, pas de colère, mais de détermination tranquille, car elle se souvenait maintenant d'un poème que sa mère avait jadis caché dans son carnet. Un verset connu seulement de quelques rares personnes, et que l'émir, malgré son arrogance, ne verrait jamais venir. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avant l'aube. La lumière bleutée précédant le lever du soleil filtrait à travers ses rideaux légers, dessinant des motifs fantasmagoriques sur le sol de son petit appartement. Elle s'était endormie en étudiant les poèmes contenus dans le dossier de l'émir, son carnet ouvert à côté d'elle, rempli de notes et de traductions alternatives. Elle se leva et prépara un café fort, parfumé à la cardamome, selon la tradition que sa mère lui avait transmise. Debout sur son minuscule balcon, elle observa Dubaï s'éveiller. Au loin, les tours étincelantes commençaient à capturer les premiers rayons du soleil, tandis que plus près,
dans les ruelles étroites de Deira, les commerçants préparaient déjà leurs étals. Aujourd'hui, elle marchait dans le palais avec quelque chose de différent dans sa démarche. Pas de l'arrogance, mais une assurance tranquille. Elle avait passé la nuit à étudier les poèmes, à se remémorer des versets que sa mère lui avait enseignés il y a des années, des textes anciens que peu de gens connaissaient encore. À son arrivée, le palais bourdonnait d'une énergie particulière. Des serviteurs en uniforme se hâtaient dans les couloirs, transportant des arrangements floraux somptueux et des plateaux d'argent chargés de pâtisseries et de fruits. L'odeur du bois d'oud brûlant dans des brûle-parfums en or imprégnait l'air. Antoine l'attendait dans le hall d'entrée, son visage s'illuminant lorsqu'il l'aperçut. « Vous êtes venu » dit-il avec un sourire chaleureux. Le poète omanais est déjà arrivé. Un homme fascinant, le cheikh Nabil Al-Farsi. Il parle principalement l'arabe classique, mais comprend un peu le français. Sophia hocha la tête, ajustant nerveusement son hijab bleu ciel, assorti à son tailleur pantalon gris perle. Elle avait choisi cette tenue avec soin, professionnelle, mais avec une touche d'élégance qui affirmait sa présence. « Avez-vous reçu l'invitation pour ce soir ?» demanda Antoine, baissant la voix alors qu'un groupe de dignitaires passait près d'eux. « Oui », répondit-elle, « et étrangement l'émir m'a encouragé à y aller. » Antoine haussa les sourcils, surpris. « Vraiment, c'est inattendu. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, un assistant les appela. La réunion allait commencer. La salle de conférence avait été transformée pour l'occasion. Les tables de réunion habituelles avaient été remplacées par des fauteuils disposés en demi-cercle autour d'une petite estrade. L'ambiance rappelait les majlis traditionnels, ces assemblées où la poésie et la sagesse étaient autrefois partagées dans le monde arabe. Le cheikh Nabil Al-Farsi était assis à la place d'honneur. C'était un homme âgé à la barbe blanche soigneusement taillée, vêtu d'une dijdacha immaculée et d'un massar traditionnel omanais. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'intelligence et de bonté. L'émir Karim fit son entrée, saluant chaleureusement son invité de marque. Sophia fut placée discrètement sur le côté, prête à traduire lorsque nécessaire. La conversation commença par les civilités habituelles, puis dériva rapidement vers la littérature et la poésie. Le cheikh Nabil, d'une voix mélodieuse qui démentait son âge, évoqua l'âge d'or de la poésie arabe. La vraie poésie, dit-il en arabe classique, est celle qui survit au temps et aux traductions, celle dont l'âme reste intacte même lorsque les mots changent. Sophia traduisit ses paroles en français pour Antoine et les autres diplomates présents, sa voix claire et assurée. Le cheikh sourit et se tourna vers elle. « Vous avez une belle voix, ma fille. » Comme une source d'eau fraîche dans le désert, elle inclina la tête, touchée par ce compliment inattendu. « Connaissez-vous la poésie andalouse ?» demanda soudainement le vieil homme. « Un peu, » répondit-elle modestement. « Ma mère m'a enseigné quelques poèmes. » Le cheikh Nabil hocha la tête avec approbation, puis se lança dans la récitation d'un poème andalou ancien, ses mains dessinant des arabesques dans l'air, au rythme des vers. C'était un poème complexe, rempli de métaphores sur l'exil, la beauté perdue et retrouvée, l'eau qui coule sous les ponts de Cordoue. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers Sophia. « Pourriez-vous traduire cela pour nos amis français ?» Le cœur de Sophia battait fort dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple traduction qu'il demandait, mais une interprétation, une renaissance du poème dans une autre langue. Elle prit une profonde inspiration et commença à traduire, non pas mot à mot, mais en capturant l'essence, le rythme, la musicalité du texte original. Lorsqu'elle eut terminé, un silence respectueux emplit la salle. Puis le cheikh Nabil applaudit doucement, un sourire radieux illuminant son visage ridé. « Magnifique, dit-il, vous n'avez pas seulement traduit mes mots, vous avez préservé leur âme. » L'émir Karim observait Sophia avec une expression indéchiffrable. Était-ce du respect? De la surprise? De l'irritation? Le cheikh Nabil continua sa présentation, citant d'autres poèmes, racontant des anecdotes sur les grands poètes du passé. Sophia traduisait avec fluidité, ajoutant parfois des notes contextuelles qui éclairaient le sens profond des textes.
À un moment donné, le cheikh cita un vers particulièrement obscur. Sophia hésita une fraction de seconde, puis traduisit en ajoutant une brève explication sur l'origine du vers et son contexte historique. Le cheikh hocha la tête avec approbation. Vous connaissez même l'histoire derrière le poème. Remarquable. L'émir Karim se redressa dans son siège. Notre traductrice est pleine de surprises, dit-il d'un ton neutre. Plus tard, alors que les invités se dispersaient pour le déjeuner, l'émir attira Sophia dans une alcôve discrète du palais. Son visage était grave, ses yeux perçants. « Si vous êtes si sage, dit-il à voix basse, dites-moi le sens original du poème de Soufi al-Hamami, verset 19. C'était un test, un défi lancé directement. Sophia ouvrit son carnet. « Quelle version ?» demanda-t-elle calmement. « Celle d'avant ou d'après son exil ?» L'émir cligna des yeux pris au dépourvu. Elle récita alors le strophe entier en arabe, puis le répéta en farsi, puis en français. Enfin, elle regarda l'émir dans les yeux et dit « La poésie n'est pas faite pour humilier, Votre Altesse, elle est faite pour libérer. » Un silence tomba entre eux, lourd de non-dits. L'émir ne sourit pas. Mais pour la première fois, il inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Antoine, qui observait la scène de loin, leva discrètement le pouce en signe d'encouragement. Et au fond d'elle-même, Sophia sentit quelque chose changer, pas seulement dans la pièce, mais dans l'histoire de son propre nom. En fin d'après-midi, alors que la journée touchait à sa fin, le cheikh Nabil demanda à parler en privé avec Sophia. « Ma fille, dit-il en prenant ses mains dans les siennes, votre don n'est pas seulement dans les langues que vous parlez, mais dans votre capacité à construire des ponts entre les âmes. » Sophia baissa les yeux, émue par ces paroles. « J'ai observé comment l'émir vous regarde, » poursuivit le vieux poète. « Il vous teste non par mépris, mais parce qu'il voit en vous quelque chose qu'il cherche lui-même. L'authenticité. »« L'authenticité » répéta Sophia, perplexe. « Les hommes de pouvoir sont entourés de miroirs qui ne reflètent que ce qu'ils veulent voir, » expliqua le cheikh. « Vous, vous êtes une fenêtre, claire, honnête, ouverte sur un monde plus vaste. » Il lui pressa doucement les mains. « N'abandonnez jamais cette qualité, même quand elle vous coûte. » Ce soir-là, en rentrant chez elle pour se préparer pour la réception à l'ambassade, Sophia repensa aux paroles du vieux poète. Elle se regarda dans le miroir de sa modeste salle de bain, cherchant cette fenêtre dont il avait parlé. Elle enfila une robe longue d'un bleu profond, simple mais élégante, attacha ses cheveux en un chignon bas et appliqua un léger maquillage. Puis elle prit son carnet, celui que sa mère lui avait offert, et le glissa dans son sac, car ce soir, elle ne serait pas seulement une traductrice, elle serait une voix. L'ambassade française de Dubaï, nichée dans le quartier diplomatique, était un élégant bâtiment alliant architecture moderne et touche classique. Des palmiers encadraient l'entrée illuminée, et le drapeau tricolore flottait doucement dans la brise nocturne. Sophia hésita un instant avant de présenter son invitation aux gardes de sécurité. Elle n'avait jamais fréquenté ce genre d'événement mondain, réservé habituellement aux diplomates, aux hommes d'affaires influents et à l'élite culturelle. Mais ce soir, elle franchissait une frontière invisible, non pas comme traductrice dans l'ombre, mais comme invitée à part entière. Le hall de l'ambassade bourdonnait de conversations en plusieurs langues, principalement en français et en anglais, avec quelques îlots d'arabe. Des serveurs en veste blanche circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours délicats. Un trio de musiciens jouait discrètement dans un coin, mêlant des mélodies françaises et arabes. Mademoiselle Benkassi. Antoine se frayait un chemin vers elle, rayonnant dans son costume sombre. Il lui prit les mains avec une familiarité qui la surprit, mais ne lui déplut pas. « Vous êtes venu, et vous êtes magnifique. » Sophia sourit, touchée par son enthousiasme sincère. « Merci, Antoine. Tout ceci est un peu intimidant, je dois l'avouer. Ne vous inquiétez pas, le ministre est impatient de vous parler plus longuement, et il y a d'autres personnes qui souhaitent vous rencontrer. » Il lui offrit son bras et la guida à travers la foule élégante. Sophia était consciente des regards curieux qui la suivaient, une jeune femme arabe,
inconnus de la plupart, au bras d'un diplomate français. Le ministre Dubois les accueillit chaleureusement, entouré d'un petit groupe de personnes, à l'apparence distinguée. « Ah, mademoiselle Benkassi, je suis ravi que vous ayez pu venir. » Il se tourna vers ses compagnons. « Permettez-moi de vous présenter Madame Claire Rousseau, directrice de l'Institut de traduction et d'interprétation de Paris, et Monsieur Pascal Lemoine, attaché culturel. » Les présentations faites, la conversation s'orienta naturellement vers les langues, la traduction et les échanges culturels. À sa propre surprise, Sophia se trouva bientôt au centre d'une discussion animée sur les subtilités de la traduction poétique entre l'arabe et le français. Le problème, expliquait-elle, n'est pas seulement dans les mots, mais dans les images qu'ils évoquent. Un rossignol dans la poésie arabe classique porte des significations culturelles et symboliques qui se perdent dans une simple traduction littérale. Madame Rousseau hochait la tête avec enthousiasme. C'est exactement ce que nous essayons d'enseigner à nos étudiants. La traduction est un art de la négociation entre les cultures, pas seulement entre les langues. Le ministre Dubois observait Sophia avec un intérêt croissant. Votre approche est fascinante, mademoiselle Benkassi. Avez-vous déjà envisagé de poursuivre des études doctorales ou peut-être d'enseigner? Sophia sourit poliment. J'ai toujours rêvé de faire un doctorat, mais les circonstances peuvent changer, intervint Madame Rousseau. Notre institut offre des bourses pour les traducteurs exceptionnels comme vous. Je serais heureuse d'en discuter plus en détail. Un murmure parcourut soudain la salle, interrompant leur conversation. Sophia se retourna et sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. L'émir Karim al-Nadim venait d'entrer dans la salle, accompagné du cheikh Nabil et d'une petite suite de conseillers. Sa présence inattendue créa une onde de choc parmi les invités. Il était rare que l'émir assiste à des réceptions dans des ambassades étrangères, préférant généralement recevoir plutôt qu'être reçu. Le ministre Dubois s'excusa auprès de Sophia et se dirigea rapidement vers l'émir pour l'accueillir. Les deux hommes échangèrent des salutations cordiales, puis à la surprise générale, l'émir balaya la salle du regard, comme s'il cherchait quelqu'un. Son regard s'arrêta sur Sophia. « Excusez-moi un instant », dit-elle à ses interlocuteurs, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Elle traversa la salle, consciente des regards qui la suivaient, et s'inclina respectueusement devant l'émir et le cheikh Nabil. « Votre Altesse, cheikh Nabil, c'est une surprise de vous voir ici ce soir. » L'émir l'observa un moment, puis dit d'une voix mesurée, « Le cheikh Nabil souhaitait poursuivre notre discussion sur la poésie andalouse. Il semblait particulièrement intéressé par vos connaissances. » Le vieux poète sourit avec bienveillance. « J'ai rarement rencontré quelqu'un avec une telle compréhension de nos traditions poétiques, ma fille. Surtout quelqu'un d'aussi jeune. » Le ministre Dubois, sentant l'importance du moment, proposa de les conduire dans un salon privé où ils pourraient discuter plus confortablement. L'émir acquiesça, et bientôt, Sophia se retrouva dans une pièce élégante, aux murs couverts de livres anciens, assise entre l'émir de Dubaï et l'un des plus grands poètes contemporains du monde arabe. Le cheikh Nabil sortit de sa poche un petit livre relié de cuir patiné par le temps. « Connaissez-vous ceci ?» demanda-t-il en le tendant à Sophia. Elle prit le livre avec révérence, l'ouvrit délicatement et sentit son souffle se couper. C'était une édition rare des poèmes de Walada bint al-Mustakfi, poétesse andalouse du XIe siècle. « Ma mère m'en a lu des extraits, » murmura-t-elle, « mais je n'ai jamais vu une copie si ancienne. Pourriez-vous nous lire un passage ?» demanda le cheikh, « et peut-être nous offrir votre traduction. » Sophia parcourut les pages jaunies, puis s'arrêta sur un poème particulier. Elle commença à lire en arabe, sa voix douce mais assurée, donnant vie aux mots anciens. Puis, sans s'interrompre, elle passa au français, transformant les vers avec une grâce qui préservait leur essence profonde. Lorsqu'elle eut terminé, un silence respectueux emplit la pièce. Le ministre Dubois, bien qu'il ne comprît pas l'arabe, semblait touché par la beauté de la traduction. « Remarquable », dit finalement le cheikh Nabil. « Vous avez capturé non seulement les mots,
mais l'esprit de Walada. L'émir Karim observait Sophia avec une expression nouvelle, un mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Comment avez-vous appris tout cela » demanda-t-il soudainement. « Je connais votre parcours académique, mais cette connaissance, elle vient d'ailleurs. » Sophia hésita, puis décida de parler avec sincérité. « Ma mère était couturière à Alger. Elle n'avait pas fait d'études, mais elle aimait la poésie plus que tout. Chaque soir, elle me lisait des poèmes, certains classiques, d'autres transmis oralement dans notre famille depuis des générations. Elle sortit son carnet de son sac. Elle m'a donné ceci avant mon départ pour Dubaï. Il contient des poèmes que peu de gens connaissent encore, des traditions presque oubliées. » Le cheikh Nabil tendit la main. « Puis-je » Sophia lui donna le carnet, ce trésor personnel qu'elle n'avait jamais partagé avec quiconque. Le vieil homme le feuilleta avec respect, s'arrêtant parfois pour lire un passage, hochant la tête avec émerveillement. « C'est extraordinaire, » dit-il finalement. « Votre mère a préservé des trésors que beaucoup croyaient perdus. » Il se tourna vers l'émir. « Votre Altesse, je crois que nous avons trouvé la personne idéale pour votre projet. » L'émir sembla réfléchir un moment, puis hocha la tête. « Peut-être avez-vous raison, mon ami. » Se tournant vers Sophia, il expliqua « Depuis plusieurs mois, nous envisageons de créer un centre culturel dédié à la préservation et à la traduction de la poésie arabe ancienne. Nous avons les ressources, mais il nous manquait la personne ayant à la fois l'expertise linguistique et la sensibilité culturelle nécessaire pour le diriger. » Sophia cligna des yeux, abasourdie par ce qu'elle entendait. « Moi? Mais je ne suis qu'une traductrice, votre Altesse. Vous êtes bien plus que cela, intervint le cheikh Nabil. Vous êtes une gardienne de tradition, un pont entre les mondes. » L'émir Karim se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de Dubaï qui scintillaient dans la nuit. « J'ai peut-être mal jugé certaines choses, » dit-il finalement, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, la vraie valeur se cache dans les endroits les plus inattendus. » Il se retourna vers Sophia. « Accepteriez-vous de diriger ce centre ? Vous auriez carte blanche pour constituer votre équipe, définir les priorités de recherche, organiser des événements culturels. » Sophia resta sans voix, incapable de croire ce qu'elle entendait. L'homme qui l'avait humiliée quelques jours plus tôt lui offrait maintenant une opportunité au-delà de ses rêves les plus fous. Le ministre Dubois sourit. Une collaboration franco-émirassie serait envisageable. Nous pourrions offrir des échanges académiques, des ressources. Sophia chercha ses mots, submergée par l'émotion et la surprise. C'est un immense honneur. J'aurais besoin de temps pour y réfléchir. L'émir acquiesça. Bien sûr, prenez le temps nécessaire. Plus tard dans la soirée, alors que la réception battait son plein, l'émir monta sur une petite estrade dressée pour l'occasion. Le silence se fit progressivement dans la salle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il en anglais, je vous remercie pour votre accueil ce soir. J'aimerais profiter de cette occasion pour faire une annonce. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « J'ai récemment sous-estimé quelqu'un, dit-il, sa voix résonnant dans le hall. Elle m'a rappelé que la vraie connaissance ne vient pas avec les titres, ni la sagesse avec l'or. » Il fit un geste de la main. « Mademoiselle Sophia Benkassi, pourriez-vous me rejoindre sur l'estrade ?» Des murmures surpris parcoururent l'assistance. Sophia, figée sur place, sentit Antoine lui donner une légère poussée encourageante. Comme dans un rêve, elle traversa la salle, le bruit de ses talons sur le marbre poli résonnant comme un tonnerre. L'émir lui tendit un rouleau de parchemin scellé du sceau royal. « Une subvention ?» annonça-t-il. « Pour la création d'un centre de préservation de la poésie en voie de disparition à travers les langues. Une nouvelle initiative dirigée par elle. » Sophia ne fanfaronna pas. Elle sourit, s'inclina légèrement et prit le microphone. « Dans un monde qui fait taire les voix douces, dit-elle, la traduction est plus que des mots, c'est un pont de dignité. » Des applaudissements éclatèrent. Antoine applaudit plus fort que quiconque. Et pour la première fois, l'émir, l'homme qui l'avait autrefois moqué, se tenait debout pendant qu'elle parlait. La justice n'avait pas crié, elle avait murmuré.
3 mois s'étaient écoulés depuis la soirée à l'ambassade française. Le printemps avait cédé la place à l'été brûlant de Dubaï, mais dans les jardins ombragés du nouveau centre culturel de Sharjah, la chaleur semblait moins oppressante. Le centre, installé dans une ancienne maison traditionnelle restaurée avec goût, était devenu en peu de temps un havre pour les amoureux de la littérature et de la poésie. Des murs de pierre épais maintenaient l'intérieur frais même au plus fort de la journée, et des fontaines murmurantes dans la cour centrale créaient une atmosphère de sérénité propice à la réflexion. Sofia traversa la cour, saluant les visiteurs et les membres de son équipe. Elle portait une robe longue couleur sable, simple mais élégante, et son carnet familier était, comme toujours, niché dans sa sacoche en cuir. Ses pas la menèrent vers la salle principale, où un cercle de jeunes filles attendait, cahiers ouverts et yeux brillants d'anticipation. C'était l'un des aspects de son nouveau rôle qui lui apportait le plus de joie. Ses ateliers hebdomadaires où elle enseignait non seulement la traduction, mais aussi la confiance et la fierté culturelle à ces jeunes femmes venues d'horizons divers. « Bonjour, mesdemoiselles », les salua-t-elle, en s'asseyant parmi elles sur les coussins disposés en cercle. Aujourd'hui, nous allons explorer comment un même poème peut résonner différemment selon la langue dans laquelle il est exprimé. Une jeune fille leva timidement la main. « Mademoiselle Sofia, est-ce vrai que vous allez publier un livre sur les poétesses oubliées d'Al-Andalus » Sofia sourit. « Les nouvelles voyagent vite, oui c'est vrai, le manuscrit est presque terminé. Il s'agira d'une édition bilingue, avec les poèmes originaux en arabe et mes traductions en français. » Les jeunes filles échangèrent des regards excités. Pour beaucoup d'entre elles, Sofia était devenue un modèle, la preuve vivante qu'une femme issue d'un milieu modeste pouvait, par son intelligence et sa persévérance, s'élever et faire entendre sa voix. L'atelier se déroula dans une atmosphère d'enthousiasme partagé. Sofia guidait les discussions avec douceur mais fermeté, encourageant chaque fille à trouver sa propre voix dans les traductions qu'elle proposait. Vers la fin de la séance, alors que les jeunes filles rangeaient leurs affaires, Fatima apparut à l'entrée de la salle, son visage ridé illuminé par un sourire bienveillant. « Fatima !» s'exclama Sofia se levant pour aller embrasser la vieille femme. « Quelle bonne surprise! Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Une vieille femme a besoin d'excuses pour voir sa fille, répondit Fatima en lui tapotant affectueusement la joue. Et puis, j'ai apporté des macroudes pour tes élèves. Une tête qui travaille a besoin de douceur. » Les jeunes filles s'attroupèrent autour de Fatima, attirées par son aura grand-maternelle et les pâtisseries au miel et aux dattes qu'elle distribuait généreusement. Sofia observait la scène avec tendresse, reconnaissante pour cette famille de cœur qu'elle s'était constituée loin de son Algérie natale. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, Sofia et Fatima s'installèrent sur un banc sous un jacaranda en fleurs dans le jardin arrière du centre. L'arbre répandait une ombre douce et des pétales violets qui tombaient comme une pluie parfumée autour d'elle. « Tu as changé, Habibti » dit Fatima en sirotant un thé à la menthe fraîche. Sofia sourit. « Je n'ai pas changé, maman, j'ai simplement cessé de me cacher. » Fatima prit sa main. « Et l'émir » Sofia haussa les épaules. « Il a appris que le silence peut aussi parler. » L'émir Karim n'était venu au centre qu'une seule fois depuis son inauguration pour une visite officielle brève mais cordiale. Il avait observé les installations, écouté les explications de Sofia sur les projets en cours, hoché la tête avec approbation. Avant de partir, il lui avait dit, à voix basse pour que seule elle puisse entendre, « Vous aviez raison, la poésie n'est pas faite pour humilier, mais pour libérer. » C'était peu, mais suffisant. Une reconnaissance qui valait plus que 1000 excuses. « J'ai reçu une lettre de ta mère, » dit Fatima, sortant une enveloppe de sa poche. « Elle est si fière de toi, ma fille. » Sofia prit l'enveloppe avec émotion. Leila, sa mère, n'avait pas pu assister à l'inauguration du centre. Le voyage était trop coûteux, trop fatigant pour elle. Mais elle s'écrivait régulièrement, et Sofia lui envoyait de l'argent chaque mois pour qu'elle puisse enfin vivre confortablement. « Elle viendra bientôt », dit Sofia, caressant l'enveloppe du bout des doigts. « J'ai commencé les démarches pour son visa de résidence. Elle n'aura plus jamais à coudre jusqu'à ce que ses doigts saignent. »
Fatima hocha la tête avec approbation. C'est ainsi que doit être le monde. Les filles qui prennent soin de leur mère, le cercle qui se referme. Un bruit de pas sur le gravier les fit se retourner. Antoine approchait, son visage s'illuminant à la vue de Sophia. Depuis la soirée à l'ambassade, leur relation avait évolué, passant d'une amitié professionnelle à quelque chose de plus profond, encore non défini, mais plein de promesses. « Désolé d'interrompre », dit-il en s'inclinant respectueusement devant Fatima, mais les représentants de la Sorbonne sont arrivés pour discuter du programme d'échange. Sophia se leva, lissa sa robe. « J'arrive tout de suite. » Se tournant vers Fatima, elle ajouta « Tu restes dîner avec nous ce soir, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, ma fille. Va, va, tes grands projets t'attendent. » Regardant Sophia s'éloigner aux côtés d'Antoine, Fatima sourit avec fierté. La petite traductrice timide qu'elle avait connue s'était transformée en une femme assurée, respectée, qui marchait désormais la tête haute même dans les palais. Le centre culturel bourdonnait d'activités. Dans la bibliothèque, des chercheurs cataloguaient des manuscrits rares. Dans la salle de conférence, un poète palestinien préparait une lecture pour la soirée. Dans le studio d'enregistrement, une équipe créait des archives audio de dialectes en voie de disparition. Et au cœur de tout cela se trouvait Sophia, orchestrant ce ballet culturel avec une grâce tranquille, portant le carnet de sa mère comme un talisman. Le soir venu, après le départ des visiteurs et des délégations officielles, Sophia se retrouva seule dans son bureau. C'était une pièce simple mais chaleureuse, avec des étagères croulant sous les livres et une grande fenêtre donnant sur la cour où un figuier centenaire étendait ses branches protectrices. Elle ouvrit son carnet usé et commença à écrire comme elle le faisait chaque soir. Non plus des traductions ou des notes de travail, mais ses propres pensées, ses propres poèmes. Des mots qui venaient de son cœur, non filtrés par les voix des autres. Un léger coup à la porte interrompit sa rêverie. C'était Nour, l'une de ses plus jeunes élèves, une fille de 14 ans, aux yeux intelligents et au sourire timide. « Mademoiselle Sophia », dit-elle en hésitant sur le seuil, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Nour, entre !» La jeune fille s'avança, serrant contre elle un cahier similaire à celui de Sophia. « Comment avez-vous su que votre voix valait la peine d'être entendue? Je veux dire, avant que tout ceci n'arrive. » Sophia considéra la question avec attention, reconnaissant dans les yeux de Nour le même mélange d'insécurité et d'espoir qu'elle avait jadis ressenti. « Je ne l'ai pas su, » répondit-elle honnêtement. « Pas tout de suite. Mais ma mère me disait toujours que nos voix sont comme des graines. Certaines fleurissent rapidement, d'autres ont besoin de temps et de patience. L'important n'est pas que tout le monde entende ta voix aujourd'hui, mais que tu continues à la cultiver, à la nourrir. » Elle tendit la main vers le cahier de Nour. « Puis-je » La jeune fille le lui donna avec hésitation. Sophia le feuilleta, découvrant des poèmes en arabe et en anglais, des traductions, des pensées personnelles, un jardin intérieur en pleine floraison. « C'est magnifique, Nour, » dit-elle sincèrement. « Tu as un don. Continue à écrire, même si personne ne lit tes mots pour l'instant. Un jour, ils trouveront leur chemin vers ceux qui ont besoin de les entendre. » Le visage de Nour s'illumina. « Merci, mademoiselle. Je vais le faire. » Après le départ de la jeune fille, Sophia retourna à la fenêtre. La nuit était tombée sur Sharjah, enveloppant la ville dans un voile d'obscurité parsemé de lumière. Au loin, les tours de Dubaï scintillaient comme un mirage moderne. Elle murmura comme pour le ciel, « Le monde écoute, une fois qu'on ose parler. » Et sous l'ombre du vieux figuier, la fille qui jadis traduisait les autres commençait enfin à écrire sa propre histoire. Car même ceux que personne ne voit portent des voix dont le monde a besoin d'entendre. Dans son carnet, sur la dernière page, elle écrivit une simple phrase, un verset de sa propre création. « Les mots sont des ponts, et nous sommes tous des traducteurs de notre propre lumière. » Puis elle ferma le carnet, éteignit la lampe, et sortit dans la nuit étoilée, vers un avenir qu'elle avait enfin le courage de façonner avec sa propre voix.